Un peuple qui ignore son histoire est un peuple qui est condamné à la revivre. C'est pour cette raison que nous avons pour le premier numéro de Opinion 243 tenu à résumer un livre d'histoire. C'est brève histoire du Congo, des origines à la République démocratique, livre du professeur Ndaiwel. Alors, ce livre du professeur Ndaiwel est un livre qui résume plus de 2000 ans d'histoire de notre pays. Donc, c'était assez difficile de résumer tout ça en une petite vidéo de 5 minutes. Nous avons par contre tenu à extraire des éléments clés, des points clés à retenir pour vous, pour nous, pour l'avenir de la RDC. La première des choses à retenir pour le Congo, pour la RDC, c'est que nous avons un lien émotionnel très fort à notre terre et à notre communauté. Cela s'explique, selon le professeur, l'auteur du livre, par le fait que nous sommes attachés à là où nous avons enterré nos ancêtres. Nos ancêtres dans la coutume congolaise sont ceux qui font le lien entre les êtres humains vivants et l'au-delà, donc et le Dieu suprême. Et c'est très important de les honorer, c'est très important d'être au soin, de s'occuper d'eux. Et ceci explique en grande partie le fait que les Congolais sont très attachés à ces terres, et quand un étranger vient, même s'il a changé de nationalité, même s'il s'est intégré à la communauté, c'est très difficile de le considérer comme étant un Congolais à part entière. Le point clé dans ce livre que moi j'ai retenu, c'est qu'il y a bien une histoire avant le contact avec l'homme blanc. Ça, nous le savons tous, mais il y a des choses peut-être que moi je ne savais pas. C'est que nos ancêtres avaient déjà étudié, par exemple, l'astrologie. L'année était repartie en mois. Évidemment, l'année n'avait pas 365 jours, c'était plutôt des saisons. Donc il y avait une année pluvieuse et une année sèche. Et l'année était repartie en mois. Ce mois correspondait à 7 semaines de 4 jours. C'est 28 jours qui correspondaient au cycle de la Lune. Donc il y avait bien des études astrologiques qui avaient été menées. Il y avait des transactions monétaires, il y avait le coquillage qui servait de monnaie, il y avait le raffia, il y avait des marchés, notamment le marché de Kinshasa, le marché de Kisangani, le marché de Kasongo. Et tout ça, c'était déjà bien avant l'arrivée de l'homme blanc. Le troisième point sur lequel le professeur revient, et qui est très visible, qui est très ressenti dans le livre, c'est que l'histoire du Congo est une histoire de sang. Il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup de guerres, surtout l'histoire moderne du Congo. Il y a ce que le professeur a appelé le coût de la civilisation. Donc le Congolais a dû payer un prix pour ce qu'on a appelé la civilisation, c'est-à-dire le contact avec l'homme blanc, le contact des nouvelles technologies. Mais à part ces guerres-là, donc les guerres de conquête, les guerres contre les Arabes, les révoltes des mutins, donc des soldats. Après les guerres de civilisation, il y a eu l'étape des guerres d'indépendance. Donc juste après l'indépendance, ça a commencé avec la mutinerie et ça s'est enchaîné sur pratiquement 5 ans. Le Congo a connu beaucoup de sang, beaucoup de morts, beaucoup de drames qui ont succédé la période post-coloniale. Et la troisième catégorie de guerre, c'est celle que nous vivons jusqu'à aujourd'hui, c'est la guerre ou les guerres de démocratie. C'est pour l'instauration de la démocratie et ça fait également des millions de morts. Lorsqu'on compte tous les morts qu'il y a eu au Congo depuis la civilisation, c'est pratiquement la moitié de la population qui a péri pour avoir accès à ce que nous sommes aujourd'hui. Depuis que Henri Morton Stanley, l'explorateur, a démystifié, entre guillemets, donc a découvert le mystère qui se cachait derrière le bassin du Congo, le Congo a fait partie des points clés des grandes discussions du monde, des grandes rencontres au monde, en commençant par la conférence de Berlin et toutes les conférences qui s'en sont suivies jusqu'à très récemment. L'histoire du Congo est revenue simplement parce que c'était d'abord une ruse. La ruse du roi Léopold II qui, à défaut d'être un roi puissant, a été un roi malin, plus malin que les autres. Il leur a promis, notamment donc aux autres leaders occidentaux, il leur a promis que le Congo allait être une terre ouverte à tout le monde. Ça allait être un terrain neutre où toutes les grandes puissances de l'époque, la Grande-Bretagne, la France, le Portugal et l'Allemagne, allaient pouvoir traverser et profiter des richesses, notamment le fleuve Congo, sans avoir à payer quoi que ce soit. Donc c'était une zone de libre-échange, une zone libre, une zone neutre. D'ailleurs le Congo, au lieu de s'appeler État indépendant du Congo, aurait peut-être dû s'appeler État neutre du Congo, parce que c'était ça la promesse du roi Léopold II, une promesse qu'il n'avait pas pu tenir par la suite.
Au-delà de la promesse du roi Léopold II, il y a les richesses qui se sont avérées être immenses au Congo, notamment son sol et son sous-sol, ce qui a fait l'objet de toutes les convoitises de toutes les autres grandes puissances occidentales. Et à chaque fois, à chaque moment qu'il y a eu une grande réunion internationale, la taille du Congo a toujours posé un problème. Ces deux facteurs ont fait que le Congo a toujours sur lui l'épée de la division. Il y a toujours un spectre de balkanisation, un spectre de division, déjà à partir de la conférence de Berlin, après les enquêtes qui ont été menées par Morel, qui ont dévoilé les méfaits de l'administration de Léopold II, la Grande-Bretagne notamment et d'autres puissances voulaient déjà à l'époque qu'on puisse diviser le Congo parce que c'était trop grand pour que Léopold II puisse gérer ça tout seul. Ensuite, il y a eu d'autres épisodes. En plus, il y a eu d'autres épisodes, notamment sous le règne de Hitler, où il avait voulu racheter une partie du Congo pour créer un grand empire allemand qui allait partir du Cameroun, donc de la côte atlantique de l'Afrique, jusqu'à Dar es Salaam, la côte pacifique africaine. Très récemment, les tentatives venues de l'Est, de nos voisins de l'Est, qui ont aussi pensé que unilatéralement, ils pouvaient prendre une partie de ce grand territoire. Alors, tous ces éléments ont quelque chose de bon, c'est que ça créait au sein des Congolais une certaine conviction. Les Congolais ont beau être en désaccord sur tout, mais ils sont d'accord sur une chose, c'est que leur pays doit rester uni. Et ça, ils l'ont démontré déjà depuis l'époque coloniale, où les Belges eux-mêmes, pour faire face aux attaques des autres puissances coloniales, avaient décidé que le Congo allait être une colonie modèle. C'était sans doute, selon plusieurs analyses et plusieurs indicateurs, la meilleure colonie, une des meilleures colonies en Afrique noire. Et par la suite, les Congolais eux-mêmes, avec des formules des fois qui sortaient de nulle part, ou des formules qui étaient inédites, comme le 1+4, ont su démontrer leur capacité à préserver cette unité nationale. Là, des points clés de ce livre, il y a également deux leçons que moi personnellement j'ai retenues dans ce livre. La première leçon, c'est qu'il faut toujours penser à toutes les couches de la population et à tous les leaders possibles lorsque nous sommes en période de négociation. Et nous l'avons découvert à nos dépens dans l'histoire. On a des exemples qui ont, à cause du fait qu'on n'avait pas intégré tout le monde, on n'avait pas pensé à toutes les possibilités, nous avons changé le cours de l'histoire. Ça va commencer avec la mutinerie qui a succédé la période post-coloniale. Pendant que les politiciens, les civils étaient en train de négocier des postes, ils étaient en train de négocier l'indépendance, ils ont oublié une grande partie de la population congolaise qui était les forces armées. Et ce qui a été à la base de la première mutinerie qui est intervenue juste quelques jours après l'indépendance. Et il s'en est suivi ainsi une période sanglante qui a duré plus de 5 ans. Le deuxième exemple, c'est pendant la conférence nationale souveraine, il y a eu un homme qui faisait aussi partie du paysage politique congolais, qui avait même fait la demande de participer à la conférence nationale souveraine, mais les autres participants n'avaient pas jugé nécessaire de l'inclure. Il s'agissait de Laurent Désiré Kabila, qui pourtant avait été un rebelle, qui a été peut-être le seul à avoir bousculé le régime de Mobutu à l'époque où il avait encore tous les soutiens. Mais malheureusement, les participants à la conférence nationale souveraine n'avaient pas jugé important d'associer une personnalité aussi importante à des discussions qui devaient concerner tous les Congolais. La suite, nous la connaissons, c'est le même Laurent Désiré Kabila qui est revenu 5 ans plus tard à la tête d'une armée et qui a pris le pouvoir. La deuxième leçon que moi je tire, c'est pas qu'une leçon de politique, c'est également une leçon de vie. C'est qu'avant d'entamer la prochaine étape, avant d'aller au-delà, il faut d'abord consolider la base. C'est ce que le Zaïre a découvert à ses dépens après l'accession au pouvoir du président Mobutu. Une année de faste, une année de réussite économique, grâce notamment à une réforme économique, à une réforme monétaire qui a réussi, au cours des matières premières qui étaient très hauts et à l'aide internationale. Le Zaïre de l'époque s'était lancé dans une politique de zaïrianisation des entreprises privées et dans des projets pharaoniques alors que les bases n'étaient pas encore suffisamment solides. Ce qui a été à la base notamment de la débâcle économique du Zaïre
et ce qui nous a amené à la situation économique que nous avons jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, c'est un livre plein d'anecdotes, je vous le recommande vivement. Il y a notamment cette anecdote sur le mot même Congo, qui nous vient du fondateur du royaume Congo. Il s'était fait appeler, ou on l'avait surnommé Mani Congo, simplement parce qu'il maîtrisait l'art de la forge. Mani Congo, ça veut dire seigneur de la forge, et depuis ce surnom lui a collé à la peau, et ça nous colle nous aussi jusqu'à aujourd'hui à la peau. Donc c'est très intéressant à lire, très intéressant à découvrir. Il y a notamment l'anecdote aussi que moi j'ai personnellement aimé sur le roi Zingakuvu, qui était un roi du royaume Congo, qui avait décidé de se faire baptiser pour avoir accès aux fétiches de l'homme blanc, pour pouvoir lui aussi construire des bateaux comme l'homme blanc, pour pouvoir construire des grands immeubles comme on lui rapportait par ses émissaires qui allaient en Portugal. Donc très intéressant à lire, je vous le recommande. Il est disponible, je crois, dans plusieurs librairies ici. On va revenir sur les grands personnages de ces histoires, notamment Simon Kimbangu. On va revenir sur la lutte entre Mobutu et Tshisekedi, la lutte Lumumba Kasavubu dans d'autres numéros. Mais en tout cas, c'est un livre très intéressant, je vous le recommande vivement. Merci beaucoup, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, vous pouvez partager la vidéo. Si vous n'avez pas aimé, laissez-nous un commentaire, parce que en définitive, l'histoire du Congo, c'est notre histoire à tous. Merci beaucoup. Mboko yo Congo, ekolo to bidila katolo yo.